Je vous propose, pour ouvrir le débat, parce que beaucoup de choses sont à dire, de repartir d'un élément de l'actualité qui va tous vous parler, et on verra à partir de ce point-là comment les différences se dessinent et peut-être les similitudes aussi. Raphaël Enthoven, dans son intervention, a évoqué les gilets jaunes. Ils étaient présents ce matin pendant que vous étiez là, j'imagine, à Tarbes en tout cas, en regrettant, je vais le dire à ma façon, qu'aucune représentation ne se dessine dans ce mouvement, car, selon Raphaël Enthoven, cela empêchait l'existence politique des gilets jaunes. Si vous en êtes d'accord, Alain Badiou, on va repartir de là, parce que c'est un élément d'actualité, parce qu'on voudrait savoir comment vous vous positionnez par rapport à ce qu'a dit Raphaël Enthoven, et à partir de là, on va déconstruire ensemble tout ce qui est contenu dans cet événement. Est-ce qu'on peut parler d'un événement pour les Gilets jaunes déjà? À vous de nous dire. Oui, vous sembliez regretter que lorsque vous convoquez des gens qui sont en désaccord, votre seule présence les rende d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Je l'interprète. Oui, ben oui. Mais je crains que vous ne récidiviez. Je crains que vous récidiviez parce qu'il se trouve réellement, et j'ai été moi-même frappé de ce point, que je n'avais pas d'opposition forte à ce que Raphaël Enthoven a dit sur les Gilets jaunes. Alors, je voudrais simplement rapidement dire ce que j'en pense, moi. Les Gilets jaunes représentent une colère et une révolte populaire qui, indiscutablement et par beaucoup de côtés, justifiée. Il s'agit à l'évidence de cette partie de la grande classe moyenne française qui est en voie de paupérisation. C'est un fait, elle peut le prouver, on peut le prouver, et aussi, en un certain sens, en voie d'abandon. Abandon de toute une série de petites villes provinciales désertifiées, dont la rue centrale, autrefois nourrie de commerce, est abandonnée, et aussi difficulté d'obéir à la loi des transports, allergie aux innombrables taxes qui les frappent par ailleurs. Et donc, en un certain sens, c'est le premier point. Je dirais qu'en somme toute, cette levée, cette colère a des raisons et qu'elle est en un certain sens légitime. Ça, c'est le premier point. Je ne crois pas d'ailleurs que Raphaël Enthoven ait dit le contraire. Ah non, je ne conteste pas ça du tout. Non, Pas du tout. Au contraire. Ça commence. Alors, donc nous sommes déjà d'accord sur un point. Par ailleurs, je pense que le groupe social, pour ne pas dire la classe sociale, parce qu'elle n'est pas clairement définie, mais la position sociale moyenne des Gilets jaunes fait qu'ils ne sont pas en état facile par eux-mêmes de donner à leur mouvement une figure organisée. Autrement dit, on a affaire à une addition de révolte ou de mécontentement en fait individuel dans les écrasantes majorités, contrairement, si vous voulez, à ce qui se passe lorsque le mouvement est, par exemple, un mouvement ouvrier d'usine, pour prendre une autre comparaison, ou au contraire, là, le collectif est immédiatement présent et à l'ordre du jour. Là, ils viennent de régions différentes, ils sont dans des positions professionnelles souvent différentes. Beaucoup de ces positions sont largement individuelles, qu'il s'agisse du petit commerce, des entreprises de faible dimension, de l'artisanat, etc. C'est tout ça qui crée vraiment la sociologie latente des Gilets jaunes. Une importance aussi des villes secondaires et de la province en général par rapport à la région parisienne. Tout cela crée une situation qui est une situation dont la difficulté est en réalité d'accéder à la politique. C'est-à-dire comment peuvent-ils passer de cette addition de mécontentement individuel, convergent mais distinct en même temps, à une forme qui en ferait une force qui s'inscrirait clairement dans l'éventail politique et qui serait en état de produire un projet, un programme, une vision d'ensemble et de la soutenir fermement. Et enfin,
le fait qu'ils ne soient pas en état de s'organiser crée la figure qu'ils ont d'ailleurs en partie inventée, ça c'est une invention réelle, la figure du mouvement lui-même. C'est-à-dire des rassemblements localisés sur les ronds-points, avec des rendez-vous de week-end, si je puis dire, parce que le reste du temps, ils sont occupés. Et lorsque et des venues protestataires dans la capitale, en partie maudite, le Paris des riches, le Paris de la banlieue et de la partie ouest de la ville, dans lesquelles, d'une certaine façon, contrairement aux manifestations syndicales, ouvrières, etc., qui bénéficient toujours d'un encadrement constitué, il n'y a pas cet encadrement. Et ce qui crée un double inconvénient. Premièrement, un inconvénient qui fait que les manifestations sont, d'une certaine façon, uniquement le fait de leur existence, le fait qu'il y a des gens là, mais pas vraiment constitués autour de mots d'ordre, de revendications précises, de conceptions politiques définies. Et d'autre part, que l'indiscipline générale permet à n'importe qui de s'infiltrer dans cette affaire et de lui donner la coloration qu'il veut. D'où le phénomène des black box, mais beaucoup d'autres phénomènes qui n'appartenaient pas aux Gilets jaunes, mais se sont annexés à ce mouvement porteur pour suivre leur propre détermination, leurs propres intérêts, leur volonté d'exercer des violences symboliques ou réelles, etc. D'où ma conclusion. 1. Le mouvement des Gilets jaunes est compréhensible, légitime, il correspond à des problèmes réels. 2. De par sa nature propre, il est pour l'instant incapable de transformer tout cela en une hypothèse politique quelconque. Voilà. Et la conclusion de 3, c'est que ce mouvement sera en définitive instrumenté des deux côtés. Il sera instrumenté du côté du gouvernement à cause des violences qu'il a rendues possibles, qui ne lui étaient pas consubstantielles, à mon avis, mais il les a rendues possibles, c'est un fait, et il sera d'autre part utilisé aussi par une extrême gauche pour qui tout ce qui bouge est rouge, voilà, hein, qui n'est pas une bonne maxime, hein. Et puis, par ailleurs, instrumenté aussi par les forces d'extrême droite à l'affût de tout ça, qui considèrent que tout ce qui s'oppose d'une certaine façon au régime actuel et à ses dirigeants est une bonne occasion. Une bonne occasion. Voilà. Le résultat, c'est que, voilà, je suis dans une position qui reconnaît une légitimité populaire à la chose, mais cette légitimité s'exprime de façon historique, c'est-à-dire elle a lieu, elle est là, mais à mon avis, elle ne s'exprime pas dans le champ de la politique. Et donc, d'autres s'exprimeront à sa place. Merci. Alors peut-être avant d'avancer encore dans le débat et de déplier ça, Raphaël Antoine, vous rapidement, vous avez vu ce que les communistes pensent des gauchistes, hein, au passage, et ils n'ont pas tort. C'est un autre point d'accord, je pense, entre nous, ça. Mais il est vraiment contingent. Nous commençons à en avoir un peu trop. Oui, ça commence, mais ça va s'arranger. Je vais trouver des sujets. Non, alors, cela dit, moi je suis tout à fait d'accord avec Alain, donc pardon, hein, ça commence mal, mais on va s'arranger après. Sur la question de la légitimité, c'est une question très importante. J'ajouterais la question de la solidarité, c'est-à-dire du sentiment concret de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. Au fond, le sentiment de solidarité qui vient à celui qui soudain découvre que ces douleurs ne sont pas les seules, ou plus exactement que son problème est aussi celui des autres. Et phrase qu'on peut entendre dans les deux sens. Il se passe là quelque chose autour des ronds-points qui est, à mon avis, très important, et on n'a pas tort de considérer que les Gilets jaunes, en cela, refont société. Moi, deux problèmes et une toute petite objection à Alain quand même. Le premier problème, si vous voulez, c'est jusqu'où s'étend le champ de la légitimité, voilà. C'est-à-dire que légitimité, c'est pas douteux, mais à quel moment est-ce qu'on ose convertir la légitimité en légalité? C'est là qu'il y a un problème. Si vous voulez, quand on dit une chose est de dire qu'une colère est légitime, tout autre est de dire qu'on a le droit de saccager l'Arc de Triomphe parce qu'on souffre dans la vie, si vous voulez, ou qu'on a le droit de dire mort aux Juifs parce que voilà, parce qu'on a des problèmes d'argent. C'est la différence qu'il y a entre la légitimité d'une colère et le blanc-seing qu'on accorde, ou la culture de l'excuse qui vaudrait soudain de pardonner à celui qui dit telle chose ou qui commet tel ou tel acte.
on ne peut pas... une chose est d'expliquer, tout autre est de justifier. Une chose est de tenir pour légitime, tout autre est de valider ou de légaliser ou d'étendre la légitimité jusqu'à des circonstances atténuantes si fortes qu'en somme, celui qui se rend coupable de prédation sur des bâtiments publics serait présenté comme la victime des bâtiments qu'il a lui-même attaqués. Ça va pas. C'est la limite. Au fond, il y a un dessin de Sampé sur les Gilets jaunes, sur les Gilets jaunes, il ne le savait pas, où on voit une manif. Donc, c'était l'époque où les syndicats organisaient les manifs, donc camionnettes, haut-parleurs, CGT, pas contents, etc. Tout le monde est là, ils manifestent. Et puis, il y a une contre-allée, et sur la contre-allée, il y a un petit bourgeois adorable de Sampé, avec son petit par-dessus, sa petite veste et un petit panneau. Et sur le panneau, il y a marqué « J'ai mal au dos ». Et évidemment, on l'adore. Mais les Gilets jaunes, c'est un peu comme si c'était lui qui était devenu la manif. Et qu'on se retrouve, le pouvoir se retrouve en situation de contenter 60 millions de sujets, si vous voulez. Et donc c'est tout le paradoxe d'une révolte qui n'a jamais réussi à précipiter ou à s'homogénéiser parce qu'elle s'est privée des moyens de le faire, parce qu'elle était d'abord l'expression irrationnelle d'une colère à l'intérieur de laquelle pouvait entrer n'importe quelle doléance. Donc ça c'est pour l'objection. La seconde qu'on pourrait faire sur ce mouvement, c'est qu'à mon avis, il relève d'une confusion typiquement démocratique entre l'égalité des droits, la revendication d'égalité des droits, qui est absolument légitime. Il n'y a pas de démocratie sans égalité des chances. Et de la démocratie où nous nous trouvons est constamment compromise par le fait qu'il n'y a pas d'égalité des chances dans ce pays. Je suis, contrairement à Alain, partisan de l'équité en ce sens. Il n'y a pas de démocratie sans égalité des chances. Mais une chose est de défendre l'égalité des droits, tout autre est de la confondre avec l'équivalence des compétences. Et ça, c'est un des malheurs des Gilets jaunes, si vous voulez, c'est l'idée qu'on va leur apprendre à gouverner à ces incapables qui nous ont mis dans le mur depuis 40 ans. Ben non, la politique reste un métier, c'est pas comme ça que ça se passe, ça marche pas comme ça, il y a un problème là de compétence. Le sentiment qu'on est à compétence égale, ou le sentiment démocratique au fond, qu'on a bien le droit de penser ce qu'on pense, et que par conséquent ce qu'on pense c'est peut-être la vérité, et que tant qu'on nous a pas prouvé le contraire, et ben si ça se trouve c'est vrai, ce qui permet de dire que les attentats de Strasbourg ont été organisés par le gouvernement pour détourner l'attention, si vous voulez, et d'attendre qu'on le déconstruise pour dire qu'on a peut-être tort. Ce sentiment-là, la confusion de l'égalité des droits et de l'équivalence des compétences, est un processus profondément démocratique et profondément liberticide en réalité, puisqu'il met sur le même niveau des opinions construites, des opinions droites, des opinions qui discutent ou qui s'exposent à tous les sens du terme à leurs contradictions, et de l'autre côté des opinions qu'on brandit comme des marqueurs identitaires ou comme des grâles ou comme des vérités inaltérées et inaltérables et qu'on oppose bêtement. Et donc l'un des problèmes des Gilets jaunes, si vous voulez, c'est cette demande permanente d'être entendu alors qu'on n'entend qu'eux, et cette demande permanente de discuter alors qu'à chaque fois que les conditions de la discussion sont établies, elle est compromise par le sentiment que si on leur fait un reproche, c'est qu'en réalité on est des nantis qui leur disent « pauvres, taisez-vous ». Et ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est un mouvement, en cela, c'est un mouvement typiquement démocratique et à mon sens antidémocratique aussi, et qui porte en lui d'ailleurs les germes de la tyrannie. Alors, mettons peut-être les pieds dans le plat un peu plus. En écoutant votre intervention, Raphaël Enthoven, je me disais, j'essayais d'anticiper, pardonnez-moi, j'essayais de me mettre à votre place, peut-être que je le fais très mal, vous me direz ensuite. Volontiers. J'essayais d'anticiper, en tout cas même sans me mettre à votre place, j'essayais de me dire qu'est-ce qui, dans le fait de rapporter la pensée de Camus, ce que vous faisiez, qu'est-ce qui pourrait poser problème du point de vue de ce que vous exposiez avant Alain Badiou. Et je me disais, mais quand Camus parle d'amour, de soleil, de l'importance du bonheur, de la mort, la finitude de notre vie, qui fait qu'on fait quand même ce qu'on peut, ce qui semblait découler de ce que vous disiez, oui. Le problème, c'est comment on fait de la politique avec ça. C'est que d'un autre point de vue, on peut vous argumenter mais que de toute façon, c'est pas avec l'amour ni le soleil qu'on va changer les choses. Est-ce qu'il faut vraiment s'accommoder du monde tel qu'il est, auquel cas que reste-t-il pour le projet politique? Quand est-ce qu'on décide quand même de faire changer un peu les choses? Et pour le dire autrement, comment est-ce que la révolte, telle que la prône Camus, s'oppose à la révolution telle qu'elle est comprise? Et là encore, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez dit ce vieux mot de révolution, je ne sais plus comment vous l'aviez présenté, mais en montrant qu'il y avait peut-être un peu de distance que vous preniez par rapport à ça. Eh bien, comment celle-ci peut s'accommoder d'une révolte ou non? Je crois que c'est peut-être là la grande différence dans ce que j'ai entendu de ce matin entre la révolte d'un côté
et la révolution de l'autre, ce qui implique 2 visions politiques du monde très différentes, y compris dans votre conception de la démocratie. Alors, Raphaël Antoven. Camus est rapidement, comme ça on a le temps de discuter, Camus est un auteur anti-dialectique. Il est anti-dialectique, c'est-à-dire qu'il considère que nous n'avons pas besoin du contrepoint d'une adversité, ou nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur une hostilité pour exister. L'existence, c'est première, au fond. Donc on dit oui avant de dire non, en fait. On n'a pas besoin de s'appuyer sur un refus pour se révolter. C'est un auteur anti-dialectique. C'est en cela que la révolte ne nie pas l'absurde et que l'amour ne nie pas la révolte. Au contraire, tout ça s'approfondit et Camus, en cela, n'est jamais opposable à lui-même, contrairement à Sartre. Politiquement, il y a un problème, qui est le même problème que pour Raymond Aron. Aron, d'ailleurs, qui avait pris sa carte à la SFIO dans les années 20, puis sa carte au RPF à la fin des années 40, a rendu sa carte à chaque fois en disant « Dans la jungle, la velléité ne pardonne pas ». Il ne pouvait pas faire de politique. Alors que c'est le même homme qui disait qu'il faut toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Mais il ne pouvait pas faire de politique parce qu'il était incapable de penser avec la moitié du cerveau. Il ne savait pas faire. Il avait toujours le sentiment que quand on adhérait à une opinion, on se privait des délices de l'opinion d'en face. Non pas par relativisme, mais par manque de curiosité. Mais par curiosité, par goût finalement de l'altérité. Et cette haltérophobie, si vous voulez, sans H, qui va avec le sentiment de détenir la vérité ou bien d'être d'un côté ou bien de recevoir le dogme d'un système de pensée, il était hermétique à ça. Et chez Camus, c'est la même chose. Au moment de la guerre d'Algérie, par exemple, Camus, il était déchiré, il était incapable d'être con. Il ne pouvait pas adhérer à un camp ou adhérer à un autre. Il ne pouvait pas. Le FLN lui reprochait de dire, non pas entre la justice et ma mère, je choisis ma mère, ça c'est une fake news, il n'a jamais dit ça, mais en ce moment, on dépose des bombes dans des bus, si c'est ça la justice, ou des bus que ma mère pourrait prendre, alors si c'est ça la justice, je préfère ma mère, ce n'est pas la même phrase. Camus disait ça au FLN, comme il disait aux futurs membres de l'OAS, qu'il leur montrait ce que c'était que la misère en Kabylie, il était le premier à le faire, et il leur disait qu'il n'y avait pas de pays possible sans droits égaux. Donc, mais il n'était pas contradictoire de tenir les deux discours. En revanche, politiquement, c'était indéfendable. Et donc la position de Camus n'était pas tenable politiquement. Donc le paradoxe de Camus, c'est que tout ce qu'il dit porte à l'engagement, porte à se retrousser les manches, porte au combat, porte à la lutte. Et dans mon existence, j'avoue que depuis quelques années, ce n'était pas le cas avant, mais depuis quelques années, j'ai été moi-même attrapé d'une certaine manière, non pas par un virus, mais par le sentiment que la liberté collective dépendait, quand on a une parole publique, du fait qu'on s'engage. Et qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une responsabilité qui est politique, mais qui n'est jamais la responsabilité d'un encarté, à aucun titre et en aucune manière. Donc, à mon avis, quand on est camusien, on est politique de cette façon-là, c'est-à-dire en ne refusant aucun débat, en recherchant le débat, en allant dans la cité, en se battant, mais en étant malgré tout dans cette incapacité qui, à mon avis, est une force, à adhérer pleinement à un dogme ou à un discours qui, du coup, devient un dogme aux dépens d'un autre. Que répondez-vous à cela, Alain Badiou ? Et la question est la confusion entre dogme et discipline. C'est ça le problème. C'est l'idée que toute discipline est dogmatique. Or, sans discipline, la politique est impraticable, surtout dans le peuple. Une politique populaire n'a en réalité que sa discipline comme force. En face, vous avez généralement des appareils d'État constitués, des régimes de possibilités répressives étendues, etc., etc. Mais si la politique, comme art singulier, revient à constituer une force dont le principe est justement la collectivité en tant que telle, alors la question primordiale en politique, c'est en réalité la question de l'organisation. Alain ? Et d'ailleurs, vous le disiez vous-même en remarquant que ce qui caractérisait les Gilets jaunes, c'était justement la désorganisation. Oui, juste pardon. Moi, ce qui me gênait chez les Gilets jaunes, c'était le fait qu'ils n'arrivent pas à formuler un projet. Ce n'était pas le fait qu'ils soient désorganisés. Est-ce que quand vous répondez par la discipline à un appareil d'État qui lui est organisé, est-ce qu'en somme, vous ne reproduisez pas les conditions de possibilité, si le mouvement lui-même prend le pouvoir, d'un appareil d'État encore plus répressif que celui qui est organisé ? Oui, mais ça, nous n'en sommes pas encore là, tout à fait. Dans la discussion, hein. Nous ne sommes pas encore tout à fait là. Hein. Nous en sommes pour la question de savoir s'il peut y avoir de la politique sans discipline. C'est vrai. Oui. Alors, sur ce terrain-là, je pense qu'on est obligé de répondre que non, et que c'est bien ce que vous disiez à propos des Gilets jaunes, je le maintiens.
Et il y avait une désorganisation, une incapacité de proposer un projet qui leur interdisait d'aller dans la politique. Et vous renforcez ça en disant que finalement, le camusien ordinaire ou l'aronien convaincu, à proprement parler, il ne peut pas faire de politique. Vous-même étiez d'accord sur ce point. Il ne peut pas s'engager, il ne peut pas prendre sa carte. Hein? Il ne peut pas prendre sa carte. Mais prendre sa carte, laisser les métaphores de la carte de côté, franchement. La discipline, la carte, le parti, camarade. La discipline, c'est une discipline subjective, c'est pas une carte. La carte, c'est un tampon ou un sceau sur une discipline existante. Oui, mais quand vous parlez de discipline en expliquant que les masses populaires ont besoin de discipline, c'est qu'elle n'est pas simplement subjective, c'est qu'il y a un moment coercitif où on dit aux gens, vous devez penser ça. D'où vient la discipline, oui. Oui. Mais la discipline vient de ce que vous partagez de façon argumentée, une conviction commune. Hein? Donc il n'y a pas de verticalité. Il n'y a pas d'hétéronomie, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de dogme qu'on impose d'en haut. Mais ça, c'est une autre affaire. La question est de savoir quelle est la figure de l'organisation. C'est un problème spécifique. Mais la verticalité, elle n'est pas du tout induite en tant que telle par le fait qu'on a une conviction commune. Pas du tout. Donc le problème, j'en suis bien d'accord, le problème politique du communisme ou de quoi que ce soit que que nom que vous lui donniez, c'est le problème de l'organisation. Premièrement parce que sans organisation, il ne peut pas y avoir de passage de la révolte à la politique, disons-le comme ça. Hein. Et deuxièmement, parce que les figures adoptées historiquement de l'organisation ont montré, au niveau de leur victoire même, leur caractère néfaste, en effet. Mais ceci ne doit pas entraîner une régression vers l'inorganisation. Ça doit entraîner, au contraire, une méditation, qui est la méditation fondamentale de la politique aujourd'hui et qui est la raison fondamentale de la perte d'existence, de légitimité de la gauche dans le monde entier. C'est le problème de l'organisation. Et c'est le problème de qui s'organise, pourquoi, dans quelles conditions. Et on a expérimenté que toute organisation qui est en réalité secrètement ou ouvertement sur le modèle d'un appareil répressif d'État, hein, cette organisation, lorsqu'elle parvient au pouvoir, confond la politique et l'État. Contrairement à tout le propos marxiste, qui est de dire que justement, la politique ne doit pas être confondue avec l'État, puisque la politique doit petit à petit dépérir dans le mouvement même par lequel elle existe et faire dépérir l'État. Donc, redressons la question elle-même. La question elle-même, la question contemporaine de la politique, c'est la question de l'organisation, dans la visée, en effet, de changer le monde, de sortir du néolithique, tout ça, je dis ce matin, mais dans une visée qui ne peut pas répéter la toute première expérience d'organisation victorieuse, qui a été l'expérience léniniste, en réalité, expérience qui, somme toute, a à peu près 70 ou 80 ans d'expérience historique, ce qui, pour une première mondiale, est extrêmement peu. Juste une chose, est-ce à dire que vous renoncez à l'idée même de démocratie, à laquelle vous substituez l'idée d'organisation? Mais ici même, dans ce pays qui se déclare démocratique, les élections se font pour des organisations, que je sache. Donc d'où sortez-vous cette opposition? Non, je vous pose la question. Organisation et démocratie. Je vous pose la question. Si vous parlez d'organisation en termes d'organisation commune et qu'il n'y a pas forcément de verticalité, la démocratie implique d'élire un représentant dans une démocratie représentative. Est-ce que c'est compatible avec la pensée qu'est la vôtre? Et la question de savoir si la représentation est une dogmatique nécessaire de la politique, c'est une question ouverte, ça c'est bien vrai. C'est la question de la validité intrinsèque du régime parlementaire et même la question de savoir si le régime parlementaire est réellement démocratique. C'est plutôt lui qu'il faudrait interroger de ce point de vue-là. Mais il n'est pas présent aujourd'hui. J'avoue que je pose la question. Il l'est un peu dans la salle. Hein. Il l'était ce matin. La représentation parlementaire, oui. Mais je reviens très rapidement à mon propos. La politique, c'est au fond son cœur vivant, c'est une conviction commune, c'est une conviction collective. Cette conviction collective, elle ne devient un acteur historique pertinent que si elle se représente elle-même dans la figure d'un collectif organisé et peut prendre par conséquent des décisions collectives. Parce que la politique, c'est un système de décision. C'est pas simplement un système de protestation négative, c'est un système de proposition affirmative. C'est même un point très important. Il
faut plus du tout concevoir la politique sous prétexte qu'elle est révolutionnaire comme habitée par la négation ou se donnant raison à elle-même par la négation pure. Ça n'est pas vrai. Oui, mais... De la négation ne surgit que la négation en réalité, on le sait cela. Par conséquent, c'est le contenu affirmatif des propositions collectives qui importe. Ce contenu collectif, il doit être discuté et trouver son espace propre d'organisation et de discussion. Et ça, c'est un problème qui, en effet, a connu des étapes. Et l'étape immédiatement dont nous sortons, c'est l'étape selon laquelle l'organisation pertinente était l'organisation léniniste. Alors, j'ajoute juste un mot là-dessus. L'organisation léniniste a été largement, en effet, calquée sur le modèle militaire. Pourquoi? Parce que la question qui se pose à la fin du XIXe siècle, après X insurrections vaincues et écrasées dans le sang, et notamment la Commune de Paris, qui a joué un rôle important de ce point de vue-là, ont été quand est-ce et avec quels moyens pouvons-nous imaginer une révolution victorieuse? Mais vous voyez, cher Alain, peut-être y avait-il un tout petit peu de coercition et un tout petit peu de verticalité dans la militarisation de l'organisation léniniste. Bien sûr, mais je ne dis que cela. Ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez d'une décision commune, sur le papier c'est merveilleux, mais la décision commune, dans l'intervalle qui nous sépare du moment que nous vivons maintenant, du jour heureux où la politique aura disparu et les classes avec elle et l'État aussi, dans l'intervalle qui nous en sépare, les procédures, les processus de décision commune sont immanquablement, et la discipline dont vous parlez est immanquablement verticale. Par exemple, vous et moi sommes en désaccord frontal sur les options politiques. Mais nous sommes, vous et moi, d'accord, enfin sur certaines options, mais nous sommes, vous et moi, d'accord sur la possibilité d'en discuter. Autrement dit, nous serions, vous et moi, dans l'incapacité totale de prendre une décision collective. La collectivité que nous formerions ne serait pas susceptible de prendre une décision. En revanche, on aurait en commun de reconnaître les procédures nécessaires à la discussion. Ce qui fait que nous sommes démocrates dans la mesure où nous discutons dans l'acceptation mutuelle d'une différence, mais nous ne sommes pas des hyper-démocrates dans la mesure où une décision collective entre nous, je dis nous parce que c'est un désaccord spectaculaire, est tout simplement impossible. Pour penser une décision collective, malgré ce que nous sommes, il faudrait penser, c'est l'idéal rabelaisien de Thélème dans le Gargantua. L'abbaye de Thélème repose sur l'idée que chacun doit faire ce qu'il veut, et l'abbaye, le mode de fonctionnement de l'abbaye est totalement harmonieux. C'est magnifique, c'est sublime. Mais si l'harmonie est possible alors que chacun est libre, c'est que chacun si libre et si libre qu'en réalité, il est tout entier l'expression de la parole divine, de la parole providentielle, de sorte que son désir ne peut jamais rentrer en contradiction ou en opposition avec le désir d'un autre. Donc il faut cette condition liminaire pour qu'un groupe d'aristoïs, de meilleurs gens, réussisse à former la société et à la former de façon temporaire, sous une forme académique et presque hors du temps, comme une utopie, réussissent à former temporairement ce que vous-même décrivez à l'échelle de la société. Mais pas du tout, je pense que pas du tout. Vous prenez évidemment l'hypothèse d'une organisation où nous serions tous les deux, c'est très improbable. Je vous accorde que l'hypothèse, c'est vrai. C'est un contre-exemple fabriqué ad hoc, malgré tout. Mais Thélème, mais Thélème n'est pas une organisation politique. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, elle n'est pas une organisation politique, pas du tout. C'est une organisation conventuelle concernant un espace fermé dont le scellé général est ce que vous avez dit à la fin. Mais c'est-à-dire que l'absence de verticalité... En fait, je parle de Thélème parce que Thélème, c'est la possibilité d'une décision collective sans verticalité, sauf que l'absence de verticalité est remplacée par le fait qu'on postule une unité du désir, unité des désirs. C'est ce que j'allais vous dire. Par conséquent, elle n'est pas vraiment décidée. Ah non. Et non. Et donc elle est déjà là. Elle est surtout introuvable à l'échelle de l'humanité. Elle est introuvable. Pourquoi vous dites qu'elle est introuvable? Mais parce qu'elle n'a jamais été trouvée. Chez Rabelais qu'elle est introuvable. Mais elle n'a jamais été trouvée. Mais enfin, elle n'a jamais été autrement que par la force. Tout le monde connaît ce que c'est qu'une discussion collective dont résulte un accord et une décision. Vous n'avez pas fréquenté beaucoup de réunions politiques convenables. Quelques... Non, mais tout de même.
J'en ai jamais vu des réunions politiques qui se concluent sur un accord unanime, sauf dans les endroits où on votait à main levée, ce qui était pour le coup très dangereux pour celui qui s'abstenait. Vous n'avez pas vu des choses qui existent. Hein, j'entends bien. Dire. Non, mais réellement. Et en particulier des réunions qui se terminent par un accord unanime, ou quelquefois pas unanime, à une ou deux personnes près, pour des raisons évidentes, comme notre désaccord, mais à condition de prendre le temps de la chose. Ça, c'est un élément très important. Si une réunion est brève, et si elle a été trop préparée dans son contenu par une direction bureaucratisée, on va avoir toutes les objections que vous pouvez faire. Mais si on a le temps de la discussion véritable, et si l'objectif de la décision à prendre est progressivement clarifié, eh ben, nous pouvons avoir parfaitement des décisions collectives tout à fait remarquables. Il y a un présupposé dans ce que vous dites, qui est que si on laissait le temps à chacun, le temps de discuter, le temps d'exprimer ce qu'il voudrait, nous serions d'accord. Non, pas du tout, je ne dis pas cela. Je dis qu'il existe des réunions de ce genre, c'est tout. Oui, non, mais je rebondis sur ce que vous disiez avant, sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit coercitif ni vertical, et qu'il y a une organisation d'abord subjective et ensuite commune qui peut avoir lieu. Le présupposé, c'est quand même que cet accord peut se trouver, qu'il y a en chacun de nous le désir que vous nommez. Mais là, vous faites comme s'il pouvait y avoir une organisation de l'humanité tout entière dans les conditions du présent. Bien entendu, là, je prends la situation d'une réunion de gens qui part d'un point de vue quelconque, fût-il encore obscur, etc., concernant la société telle qu'elle est. Cette société, elle est divisée. Elle est irréductiblement divisée. C'est tout de même un point qu'il ne faut pas perdre de vue. La démocratie, c'est un peu une fiction, franchement. C'est une fiction, la démocratie. La division de la société ne fait pas de la démocratie une fiction. La division de la société fait de l'unanimité des désirs une fiction. Si par démocratie, vous entendez l'unanimité des désirs, alors la démocratie est une fiction. Moi, j'entends par démocratie la possibilité de ne pas s'entendre sans se foutre sur la gueule. Mais je ne conçois pas du tout la démocratie comme l'unité des désirs. Mais je pense que passer un certain seuil d'inégalité dans les ressources de puissance, la démocratie est une fiction. Ah ça, d'accord. Voilà. Et donc la démocratie ici est une fiction. Et donc, lorsque vous convoquez ou que vous vous trouvez dans une situation de réunion, la réunion se fait toujours en partie selon le principe de cette division. C'est inévitable. Donc vous voulez dire que si tout le monde avait la même chose, tout le monde serait du même avis ? Je n'en sais rien. Ah oui. C'est rien, mais il y a plus de chances que les gens soient d'accord s'ils ont la même chose que s'ils ont des choses qui diffèrent de 1 à 1 million. Leurs intérêts ne sont vraiment pas les mêmes. Ce qu'ils défendent n'a pas la même signification. La division de classe, à échelle mondiale aujourd'hui, parce que c'est l'échelle à laquelle il faut la considérer, hein, ce n'est pas à échelle nationale, c'est à échelle mondiale, d'ailleurs, c'était le point de vue déjà de Marx, elle est gigantesque. Elle est gigantesque, et il y a véritablement toute une pléiade de gens représentant un petit 1% de la population qui ne vivent absolument pas comme les autres, mais absolument pas, qui composent une oligarchie fermée. Hein. Et vous ne pouvez pas dire qu'une situation de ce genre, compte tenu des pouvoirs dont dispose cette oligarchie fermée, est démocratique en un sens ordinaire. Ça n'est pas possible, vraiment. Le monde quotidien, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde démocratique. C'est un monde où la liberté est constamment compromise par les disparités économiques. Et ça, de ce point de vue, pour le coup, qu'on soit un marxiste ou socialiste libéral, si vous voulez, dans les deux cas, la lutte contre les inégalités est essentielle, puisque du point de vue d'un libéral, lutter contre les inégalités, ou en tout cas contre l'inégalité des chances, c'est lutter pour la liberté. Il n'y a pas de liberté dans un régime d'inégalité, en somme. Eh bien alors, il n'y a pas de liberté du tout chez nous. Eh ben, nous sommes d'accord sur un point. Alors, un autre point quand même, sur la différence, là aussi il me semble que vous avez deux points de vue divergents dans votre rapport à la réalité, au réel. Alors c'est un vaste mot, vous parliez de Lacan qui parlait du réel ce matin. À chaque fois on cite Lacan, Lacan dit que le réel c'est, puis à chaque fois il y a quelque chose de différent. Le réel c'est ce qui cogne, le réel c'est ce qui fait mal. Voilà. Bon. Lacan a toujours quelque chose à dire sur le réel et toujours pour dire qu'en fait c'est pas ce qu'on croit. Mais me semble-t-il, Raphaël, quand vous parliez de Camus, il y a une forme de... Alors lui parle de consentement à ce qui est.
une forme peut-être de réalisme. Est-ce que le terme est bien choisi? Je ne sais pas. En tout cas, il s'oppose à ce que vous appeliez de vos voeux ce matin, Alain Badiou, sur le rendre possible l'impossible. Cette formule très forte, dire c'est impossible, mais il faut le rendre possible. Et pourtant, vous reprochez à la démocratie de n'être peut-être qu'une fiction. Donc, quelle différence entre l'impossible que l'on devrait rendre possible, ce qui peut paraître une fiction, et le constat que vous faites de la démocratie qui ne serait peut-être qu'une fiction? Est-ce que ce qui vous oppose, c'est un point de vue différent sur la réalité? Est-ce que, Raphaël, vous pensez qu'Alain serait trop du côté de l'irréel, de l'utopie peut-être, et quant à vous, au contraire, vous considériez que Raphaël ou Camus, parce que je ne sais pas jusqu'où on fait la différence, serait davantage du côté d'un réel qui manquerait justement de cette utopie nécessaire à tout projet politique? Mais moi, je n'aime pas beaucoup le mot utopie, à vrai dire, parce que déjà, quand on qualifie une vision d'utopie, on est déjà dans une position polémique à son égard. Parce que utopie, ça signifie toujours quelque chose, en effet, d'impossible, mais en un sens qui permettrait d'en systématiser l'existence de façon unifiée. Les grandes utopies, c'était ça. Les grandes utopies, c'était la représentation plus ou moins intégrale d'un monde à venir qui était fondamentalement distinct du monde existant. Non, la politique, elle ne peut pas être utopique. Quand la politique est utopique, elle s'annule comme politique. Parce que la politique, c'est un système de décision tel que, sur des points déterminés, on va changer la situation existante. Mais il y a un projet derrière, il y a une idée. Alors idéaliste, peut-être vous préférez à utopique. Quel mot choisissez-vous? Oui, mais est-ce que Raphaël accepterait de dire que sa pensée est sans idée? Idéaliste, ça ne veut pas dire on peut avoir des idées sans être idéaliste. Ah oui, mais moi, je pense qu'en effet, il y a des idées, mais je pense que ces idées, en politique, sont des idées qui sont simplement des figures d'orientation de l'action dans le sens d'une transformation représentable de la situation telle qu'elle est. Donc, si vous prenez la situation telle qu'elle est, et si vous déclarez en surcroît n'avoir aucune idée la concernant, ce n'est pas la peine de dire que vous allez faire de la politique. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Raphaël lui-même conclut s'agissant de Aron et de Camus. Ils ne peuvent pas faire de politique. C'est pas alors, non, parce qu'ils n'ont... Comment lui, il peut, pour le séparer là, de Camus et d'Aragon. Aragon, quel bon lapsus. Oui. Ah, c'est un lapsus surréaliste. Oui, voilà. Et surtout stalinien. Bon. Alors, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée que. Rapport au réalisme. Oui, bien sûr, j'y viens. Non, je veux juste reprendre sur cette question-là, mais sur la question du réel, c'est très important, et la question du consentement, comme vous l'avez dit. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée qu'ils peuvent pas faire de politique, c'est parce qu'ils n'ont pas la faiblesse de confondre ce qu'ils croient avec ce qui est. Ils n'ont pas la faiblesse de confondre ce qu'ils souhaitent avec ce qui existe. Et c'est par cette humilité-là, au fond, qu'ils ne trouvent pas leur place dans un système où, à un moment, on leur donne le choix d'avoir tort ou d'être d'accord. Et c'est là qu'ils ne trouvent pas leur place, ni l'un ni l'autre. C'est pas le défaut d'idées, c'est l'insincérité des idées en présence et c'est leur défaut d'humilité. En fait, c'est le fait que les idées en présence ne s'exposent pas à la possibilité de leur contradiction. Ce que Aron ne supportait pas, c'était l'esprit de système, c'était pas le contenu des opinions. Il pouvait toutes les comprendre, toutes les entendre. Camus lui-même, qui allait de la droite aux libertaires, je veux dire, et inversement, était parfaitement perméable à des tas de discours qui étaient différents de lui. Mais franchement, c'est tout le contraire. Comment ça? Mais parce qu'en politique, c'est vraiment l'espace dans lequel l'idée, quelle qu'elle soit, a un espace de contrôle dans le réel, puisqu'il s'agit d'obtenir des transformations effectives de ce réel. Oui, mais on les obtient toujours au terme. Mais on les obtient toujours. Non, on les obtient pas. On les obtient toujours au terme de. C'est fini ma phrase. On les obtient toujours au terme de compromis. On les obtient toujours au terme de concessions. Et quand on fait le compromis, ça veut dire que vous le savez parfaitement que une des parties de ce compromis est satisfaite et l'autre est résignée. Oui, ça s'appelle la vie. Oui, alors vous êtes partisan des de la vie, c'est que Hollande avec la société existante. Non, ça c'est vraiment mesquin. ça c'est vraiment mesquin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait. C'est un exemple de compromis. Vous êtes mesquin, Alain, parce que j'ai dit tout à l'heure que justement la traduction politique de Camus pouvait être le oui d'accord, mais enfin tout de même, et m'attaquer par là.
Mais oui, mais alors quelle différence entre le compromis et ce qu'on appelle là le compromis, qui implique de renoncer à quelque chose, et le réalisme, le rapport à la réalité, qui implique de dire, bah là, mon idée n'est peut-être pas à la hauteur de ce qui est, ou vaut mieux regarder ce qui est plutôt que d'imposer une idée. En outre, le compromis se fait toujours en faveur de celui qui dispose de la position de puissance. C'est évident. Et si on prend les compromis des socialistes, puisqu'en effet je suis d'accord avec vous sur l'excellente définition que vous donnez des partis socialistes, n'est-ce pas mais alors en effet, mais quand même, et tout ça, ça c'est très bien. Le oui d'accord, mais enfin tout de même. Voilà, d'accord. Excellent, excellent. Mais vous voyez très bien que le système des compromis tels qu'ils les pratiquent ont toujours été des compromis rendus en quelque sorte obligatoires, c'est-à-dire leur négation étant impossible, eu égard à la position des puissances économiques. Le fond de ce que vous dites, non, le fond de ce que vous dites, c'est qu'évidemment le contrat, c'est l'institutionnalisation d'une inégalité, et de façon générale, tout système parlementaire ou contractuel institutionnalise de fait une inégalité. Ça, c'est l'arrière-fond de ce que vous dites ici quand vous critiquez le compromis en faisant valoir que ça profite toujours à celui qui a davantage. Ce qui est contestable en droit d'ailleurs, et dans maints exemples. Mais je veux revenir sur la question du réel et du consentement parce que c'est important. Et donc du compromis. Et donc du compromis. Est-ce que c'est pas un compromis? Voilà, il y a une différence. Mais juste, voilà, c'est ça la grande question. C'est ça qui est vraiment, c'est une super question. En fait, je ne sais pas, hein, mais c'est une vraie bonne question. C'est la différence entre le consentement et la résignation, ou entre le consentement et la synthèse, ou entre l'affirmation et la synthèse. La synthèse, le hollandisme, si vous voulez, consiste à prendre plusieurs motions contradictoires, à faire une sorte de mécano en disant oui d'accord mais enfin tout de même, à un peu tout le monde, quelques contorsions, un peu d'exercice de souplesse dorsale, et puis finalement on produit une sorte de motion collective suffisamment vague pour ne déplaire à personne, on enterre les haches de guerre et du coup quand elles ressortent le parti explose. Bon, on est dans un exercice de synthèse qui est une sorte de contorsionnisme, de grand art politique ou de grand art politicien. C'est le compromis. L'affirmation, c'est différent. Si vous affirmez, c'est toute la différence, je crois d'ailleurs, et je veux le dire au profit de la seconde expression, c'est toute la différence entre la synthèse, le oui d'accord mais enfin tout de même, et le en même temps, dont je trouvais pendant la campagne qu'il ne manquait pas d'une certaine grandeur, justement. Dire en même temps, c'est dire simultanément, parce qu'on peut tenir les deux discours, que les gilets jaunes ont des revendications légitimes, qu'il y a un état de détresse sociale qui fait que la paupérisation des classes moyennes justifie ces révoltes, qu'il faut satisfaire un certain nombre de doléances et arrêter de se réfugier dans l'aventin de calculs abstraits alors que les gens meurent de faim. Et on peut dire ça tout en disant que ce qui n'est qu'un rejet ne peut pas culminer en projet et que les gilets jaunes sont par ailleurs très faibles de ce qui fait leur force, etc. On peut simultanément tenir deux discours. Il y a une différence entre tenir deux discours simultanément, ce qui correspond à mon avis à une position affirmative et chez Camus à l'amour de la vie en toutes ses parties, et le fait de vouloir absolument arranger les discours entre eux. C'est la différence qu'il y a entre un chocolat chaud et un moelleux au chocolat avec une boule vanille. C'est la différence qu'il y a entre le tiède et l'addition du glacé et du brûlant. Je préfère la seconde option. La seconde option est camusienne. Le résultat dans le bol, si j'ose dire, in fine, c'est le même. Ça donne le oui d'accord, mais enfin tout de même, ce qui permet à Alain de m'attaquer sous la ceinture. Mais c'est cette différence-là, en fait. C'est cette différence-là. Ça n'est pas la même chose. On n'aime pas la même chose quand on aime le chocolat chaud que quand on aime le moelleux au chocolat. On peut aimer les deux, hein. Avec une boule vanille. On n'aime pas la même chose quand on aime le métissage et quand on aime la créolisation. C'est-à-dire, j'entends par créolisation un mélange où les différences sont maintenues. Et par métissage, une uniformisation de l'individu sous l'idée qu'on se fait d'un juste mélange ou d'une juste répartition de toutes les couleurs en chacun, si vous voulez. C'est la différence, il y a quelque chose, c'est la différence entre l'esprit de synthèse, que voulez-vous, et l'esprit affirmateur, qui est un esprit tragique, qui est une exigence éthique, et dont le résultat peut être le compromis, mais vraiment le chemin qui y conduit n'est pas celui-là. Voilà. Ça, c'est ce que dit Camus, c'est ce que vous dites? Je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même poser la question. Je ne sais pas. Vous savez, alors, pardon, je vais m'en sortir en citant quelqu'un d'autre. Dans son beau chapitre sur l'éducation, dans les essais, Montaigne dit moi, je cite les anciens et je vais à leur suite en disant oui, et je ne suis jamais aussi près de moi-même que quand je me donne les mots d'un autre. Donc, je vous réponds ça.
Mais vous parliez du en même temps pendant la campagne, et là c'est vous qui parlez, c'est pas Camus. Camus n'a pas assisté à la campagne et vous avez sans doute... Non, mais alors je pense qu'il aurait de tout son cœur voté pour Macron, même si c'est une phrase risquée. Je pense, non pas par goût de synthèse justement, mais parce qu'il aurait fini par croiser ce chemin-là. Dans sa correspondance avec Charles, ce qu'ils disent du Parti communiste de l'époque, ce qu'ils disent des radicalités en présence et du confort qu'il faut pour être radical, et le risque à côté de cela qu'il fallait pour gagner la campagne en faisant campagne sur une nuance, c'est-à-dire en même temps, je pense qu'il aurait été sensible à ça, effectivement. Donc est-ce qu'on peut tenir deux positions ensemble, peut-être contradictoires, et donc renoncer à une forme de radicalité tout en restant crédible politiquement? Oui, mais vous comprenez bien que mon sentiment, c'est qu'à aucun moment, mon ami ne parle réellement de politique. Parce que quand vous dites on peut tenir deux discours en même temps, c'est bien joli. Mais si vous avez un projet politique de transformation d'une situation effective, vous ne pouvez pas tenir deux discours en même temps. Si. C'est pas vrai. Non. Mais l'avez-vous, ce projet? Non. Ah non, pas moi, je ne parle pas de moi. Vous Je dis qu'il est possible devez de le faire. nécessairement, à un moment donné, trancher en faveur de ce qui, en effet, permet la transformation du point de réel en question. Et ça n'est pas de l'ordre du compromis entre les discours. C'est de l'ordre d'un accord effectif sur une procédure réelle. Là, et aussi, si vous me permettez, Alain, sur une intention. La question de la transformation de l'impossible en possible, elle a son épreuve précisément dans l'impossible lui-même, c'est-à-dire dans le réel. Ouais. Elle est effectivement validable en réel. Et ça, c'est le but de la politique. Le but de la politique, c'est pas d'harmoniser des discours contradictoires. Le but de la politique, c'est de prendre une décision collectivement assumable visant à une transformation effective sur un point, qui peut d'ailleurs être un point très limité, hein, ça c'est autre chose, mais sur ce point, il faut conduire la discussion jusqu'au moment où effectivement l'ensemble de la procédure qui conduit à la transformation de ce point est clarifiée pour tout le monde. Hein. Et ce que vous soutenez là, c'est la position sophistique. Hein. Pas du tout. Voilà. Si, c'est la position sophistique. Mais si. Ce qui est la pire insulte en philosophie. Il y a les philosophes et les sophistes. Selon laquelle il n'y a pas de position vraie. Non, je dis pas. Sinon la mixture entre deux propositions qui en réalité sont contradictoires. C'est vous le dialecticien, mais voilà. Ben oui, le compromis, c'est la dialectique des épisodes contraires. Est-ce que je peux répondre à ça? Ah bah, je vous en prie, vous êtes là pour ça. C'est ce qu'on appelle la mauvaise dialectique. Oui, mais je sais bien, oui. Je suis au courant, oui. Alors, pourquoi c'est une insulte sophiste? D'abord, pourquoi c'est pas sympa de dire ça? Parce que être un sophiste, c'est historiquement être à la fois vénal et ne pas adhérer à la vérité. Laissons vénal de côté. Hein. Je vous remercie. D'accord. Enfin, on n'est pas là gratuitement non plus. Hein. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Hein. Merci de rappeler ça. Donc c'est une position à la fois vénale. C'était le lumpen prolétariat de l'enseignement des précepteurs, si vous voulez. Les sophistes, ils allaient dans les maisons, ils enseignaient et ils apprenaient à tenir n'importe quel discours. Parce que les enfants des maisons devaient apprendre à pouvoir plaider n'importe quelle cause. C'était ça la puissance, c'était la condition du pouvoir. Donc ils enseignaient ça, ils apprenaient ça. Et en cela, ils sont les pères de la démocratie. Parce qu'ils sont les pères du deuil de la vérité qu'il faut pour vivre en démocratie. En démocratie, c'est la loi du plus nombreux, c'est pas la loi de celui qui dit la vérité. C'est la loi du plus nombreux. Alors, quand le plus nombreux se prend pour celui qui dit la vérité, le plus nombreux est tyrannique, paradoxalement. Quand certains considèrent, par exemple, que, je ne sais pas moi, qu'ils refusent de voter tant qu'un candidat ne dit pas exactement ce qu'il pense, ils font primer, si vous voulez, le sentiment d'avoir la vérité, de détenir la vérité sur l'exercice d'une participation démocratique. Donc, effectivement, en démocratie, la sophistique a partie liée avec la démocratie, parce qu'en démocratie, c'est en général des discours de sophistes. C'est-à-dire il s'agit de mieux plaider la thèse, et c'est l'éloquence qui l'emporte. C'est l'éloquence qui l'emporte, c'est pas l'argumentation. Le simple fait que la démocratie est partie liée avec le sophisme est à l'origine du fait que dans un débat, il n'y a jamais de débat. Vous verrez jamais quelqu'un dire à l'autre « Monsieur Philippe, c'est vous qui avez raison », et l'autre lui répondre « Mais non, Monsieur Wauquiez, c'est vous ». Ça n'existe pas, c'est pas possible. Dans un débat, les débatteurs sont toujours les représentants des courants de pensée qui sont les leurs. Tout ce qu'ils disent est prévisible parce qu'on est dans la sophistique. On n'est pas dans... L'enjeu n'est pas de co-construire une vérité, mais c'est d'avoir raison de l'autre. Donc l'utilisation de la raison est uniquement employée à démonter l'autre. Or, j'ai l'espoir que ce que nous faisons là n'est pas ça.
C'est la raison pour laquelle je ne me reconnais pas dans l'accusation de sophiste, parce que si j'étais un sophiste, on ne pourrait pas du tout discuter, en fait. J'essaierais de tuer la discussion en permanence, comme vous avez tenté de le faire là. D'ailleurs, en quoi je suis très fidèle à Socrate. J'entends bien, précisément. Et Socrate, et pourquoi tuer le sophiste, c'est la moindre des choses. Oui, sauf que Socrate lui-même est un sophiste au carré. Mais ce qui est formidable, en fait, et là, pour le coup, je parle sous le contrôle d'Alain Badiou, parce qu'il le connaît mieux que moi. L'opposition de Socrate aux sophistes vient du fait que Socrate reste l'amant de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il la détient. Ça veut dire que dans la discussion, il la recherche. C'est ça qui est fondamental. Si une discussion se donne pour but de rechercher la vérité et non de l'emporter sur l'autre, et donc ménage la possibilité de changer d'avis, par exemple, sous les arguments de l'autre, alors on n'est plus dans la sophistique. Est-ce qu'on est encore dans la démocratie? C'est là que je reconnaîtrais à Alain quelque chose de... Comment dire? Si la démocratie, c'est uniquement le droit que nous avons d'avoir une opinion, de la défendre et d'emporter les suffrages en étant plus éloquent que l'autre, alors effectivement, il nous manque là quelque chose, dans l'éthique même du débat ou dans l'ambition qu'un débat doit se donner. Et donc, il y a, à mon avis, quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'un dialogue qui est indispensable et qui, paradoxalement, prend le contre-pied d'un mouvement démocratique. Construire un dialogue, c'est mettre la vérité au milieu, si vous voulez. Oui, mais alors justement, vous parlez d'un éloge de vérité où on présuppose cette appellation de vérité. Déjà, en philosophie, c'est très compliqué de savoir ce qu'est la vérité. Pas un philosophe ne s'accorde avec un autre, mais alors en politique est-ce que l'exercice démocratique de la politique renonce à l'idée même de vérité au profit de celle du dialogue, de la confrontation des points de vue, de la liberté d'expression d'opinion, etc. Ou est-ce qu'au contraire, la politique telle que nous devrions la mener, peut-être telle que nous la menons actuellement, même si j'ai peut-être plus de mal à le voir, est au contraire une affaire de vérité, Alain Badiou? Et si oui, quelle est-elle, cette vérité? Je pense qu'en politique, il y a une dialectique entre vérité, discussion et action, qui est complexe quant à la question que vous posez. Je pense que il y a malgré tout un certain nombre de considérations concernant l'état général des choses, qui ne sont d'ailleurs pas forcément des considérations venues de la politique elle-même, qui peuvent être venues de l'économie politique, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie elle-même, et qui, tout de même, se fixent comme but d'énoncer, concernant l'état actuel de la collectivité et de la socialité, un certain nombre de thèses qui sont, malgré tout, considérées par leurs auteurs comme vraies. Par exemple, la question de savoir s'il est vrai ou pas que la figure organisative dominante du monde contemporain est le capitalisme libéral peut être l'objet d'une discussion dont le soubassement est la vérité. C'est-à-dire cet énoncé, à la fin des fins, peut être contredit, mais sa prétention, avec l'ensemble des arguments qui l'entourent, est une prétention de vérité. Or, c'est quand même dans le cadre de considérations de ce genre que les politiques baignent toutes les unes ou les autres. Soit qu'elles acceptent ce jugement et en tirent des conséquences négatives, soit qu'elles acceptent ce jugement et en tirent des conséquences positives, soit qu'elles procèdent, comme notre ami, à un dialogue confrontant les deux et retenant un morceau de chacune. Voilà. Ce qui est en effet la politique dominante dans ce pays depuis très longtemps. Mais là, je pense qu'à ce stade-là, qui est un stade pré-politique de la politique, si je puis dire, un stade théorico-politique, il y a quand même des discordes qui tournent autour de la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Quand Marx écrit que depuis l'origine du monde néolithique, la société a été divisée en classes, c'est un énoncé dont il ne tire pas encore les conséquences à ce niveau-là, et c'est donc un énoncé qui, d'une certaine façon, n'est comme tel intéressant que s'il est vrai. Il est contestable pourtant. Hein? Il est contestable pourtant. Il est contestable. Il a été maintes fois contesté.
Quelle vérité est-ce là? Mais c'est ça qui est bien. Mais en politique, toute vérité est contestée, puisque le champ politique lui-même est antagonique. D'où ma question. Oui, mais ce que je veux dire, Alain, c'est que si cette vérité, entre guillemets, est contestable, c'est que le sol que vous vous donnez à ce moment-là pour un projet politique est lui-même le sol meuble d'une vérité contestable, d'une vérité qui n'est pas absolue. Si je ne savais pas qu'il y a des adversaires de la vérité que je soutiens, je douterais de sa qualité politique. Dans ces conditions, ça veut dire Bien que sûr. vous-même faites le deuil de la vérité à cet instant-là. Non, mais ça, vous savez, c'est arrivé même aux sciences. Hein. Au XVIIe siècle, déclarer que la Terre était ronde, c'était l'objet de censures spéculatives nombreuses. Hein. Et donc, il peut y avoir tout un temps où des vérités, par exemple des vérités sur l'univers politique, sont des vérités admises et contestées. Voilà. Je voudrais juste un mot sur la question de la vérité, parce que je voudrais des vérités. Justement, ben justement, est-il on fait souvent, vous savez, le procès de notre époque en disant tout se perd, il n'y a plus de valeur. Bon, le simple fait qu'à toutes les époques, de tous les temps et dans tous les endroits, il y a toujours eu des gens pour dire tout se perd, il n'y a plus de valeur, devrait inviter ceux qui font ce diagnostic aujourd'hui à relativiser cette chose, si vous voulez. Ça devrait surtout, le simple fait qu'Alain Finkielkraut existe depuis toujours, devrait inviter Alain Finkielkraut à douter de la vérité de sa propre proposition. Mais ça, c'est un autre débat, et je ne veux pas parler des absents, surtout quand ils sont si irrespectables. Et aimer des gilets jaunes. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça devrait surtout nous inviter à réfléchir sur le statut des valeurs. On dit qu'il n'y a plus de valeurs. Mais en réalité, une démocratie n'est jamais si vivante que quand elle s'interroge sur la valeur même de ces valeurs, quand elle les questionne. Et l'exemple que je voulais vous donner en ce sens est un passage de Montaigne, un passage fameux de Montaigne, un passage sur les cannibales. Dans les essais, Montaigne, c'est un chapitre qu'on cite souvent en terminale pour dire que le scepticisme, c'est pas toujours la tolérance. Parce qu'en fait, c'est un passage dont, quand on ne l'a pas lu, on dit en général que Montaigne... Enfin, c'est un passage dont on dit, oui, c'est là que Montaigne dit que les cannibales, c'est pas pire que nous. Et donc, voilà, on dit, voilà, il est relativiste, il est trop sceptique, donc il est relativiste, il ne croit pas à la vérité, et donc comme il ne croit pas à la vérité, il met sur le même plan les cannibales et nous. Et c'est un passage que j'ai longtemps cité en disant ça, parce que je ne l'avais pas lu. Et puis j'ai fini par le lire, mais des années après l'avoir cité. Et en fait, Montaigne dit autre chose. Il dit que les cannibales sont meilleurs que nous. Parce que, entre une civilisation qui brûle quelqu'un après sa mort pour le dévorer, et une civilisation où l'on brûle les gens de leur vivant parce qu'ils n'ont pas la même religion, ils préfèrent la compagnie des premiers. Au moins, ils ont du bon sens, si vous voulez. Derrière ça, c'est la grande différence qu'il y aura entre des crimes de guerre et des crimes génocidaires, en réalité, hein, qui est en jeu déjà en œuvre dans le chapitre sur les cannibales. Mais ce qui est intéressant ici, et la raison pour laquelle je donne ce chapitre, c'est que Montaigne ne se réfère jamais à aucune vérité absolue. Jamais. En aucune façon, en aucune circonstance. Il dit « je suis catholique comme on est Périgourdin ». Donc c'est vrai, il ne se réfère jamais à aucune vérité absolue. Et le refus de se référer à une vérité absolue ne l'empêche pas de formuler un jugement de valeur très clair. Ni d'être maire de Bordeaux. Ni d'être maire de donc Bordeaux. d'exercer des fonctions politiques. Ni d'exercer des fonctions politiques. Alors, il nous reste très peu de temps avant les questions. Je voudrais encore vous entendre sur deux choses. Donc très rapidement, avant qu'on passe la parole à la salle, mais quand même, je voudrais vous entendre là-dessus. Ce matin, Raphaël, dans votre intervention, vous insistiez sur le bonheur, l'amour, en termes camusiens. Je tiens à préciser, parce que c'était un peu schématique dans le portrait qu'on pouvait faire de mon voisin de gauche, que le communisme, où il y aurait justement ces aspects-là ne seraient pas présents. Vous avez également écrit sur l'amour, vous avez écrit sur le bonheur, ces aspects-là comptent. Donc je voudrais savoir quelle place vous leur faites dans votre pensée politique. Et deuxièmement, et je sais que c'est une vaste question, mais quand même, je voudrais vous entendre là-dessus, vous le présupposiez aussi dans votre intervention, est-ce que la fin justifie les moyens ? En clair, est-ce que pour parvenir à un projet politique aussi radical soit-il, tous les moyens sont bons, et vous me voyez venir, c'est souvent une objection que l'on fait aux communistes, de dire mais regardez les millions de morts qui ont été, et ce que vous avez aussi évoqué, qui ont été perpétués au nom de ce projet-là. Alors l'un et l'autre, malheureusement, en 5 minutes sur ces deux questions. Il faut que quelqu'un arrête les horloges, là. Sur le premier point, je voudrais dire là très, très, très rapidement que ma doctrine sur les vérités, c'est qu'il existe 4 registres différents concernant les vérités. Le registre scientifique, il y a des vérités scientifiques. Le registre artistique, il y a des vérités artistiques. Le registre politique, il y a des vérités politiques. Et le registre amoureux, il y a des vérités amoureuses.
Alors, après, il faudrait que je fasse, que je fasse une leçon complète sur ma doctrine des vérités. En 1 minute 30. En 1 minute 30, c'est manifestement pas... Je renonce. Mais en tout cas, je tiens à souligner que je considère la politique comme un lieu de production spécifique de vérité particulière. C'est là qu'on nous sommes en divergence profonde. Voilà. Et il y a des vérités politiques, et il y a des vérités amoureuses, il y a des vérités artistiques, il y a des vérités... Et le régime de ces vérités, c'est qu'elles sont toutes créées. C'est-à-dire elles sont des inventions situées à un moment déterminé de l'histoire par des membres de l'humanité que nous partageons. Elles sont donc toutes créées. Et en tant qu'elles sont créées, elles ont une subsistance propre qui est propre à leur genre d'existence, selon qu'elles sont politiques, artistiques, amoureuses. Donc, pour répondre précisément à votre question, je considère en effet que l'amour, premièrement, n'est pas une catégorie de la politique en tant que telle. Je pense que c'est même périlleux d'introduire l'amour comme catégorie de la politique. Ce n'est pas une catégorie de la politique. Néanmoins, en tant que procédure amoureuse, avec l'événement de la rencontre, la question de la déclaration, la question de l'installation, etc. C'est une procédure qui construit une vérité tout à fait particulière concernant ce qu'est le monde lorsque, au lieu d'être vu à 1, il est vu à 2. Voilà. Ça, c'est pour... la première question. Oui. Et la deuxième, vous voulez y répondre rapidement question, et après, je vous laisserai finir. Je suis absolument convaincu qu'il est inexact que la fin autorise tous les moyens. Il est évident que les fins, à mes yeux, peuvent comporter des obligations, des interdictions, des normes qui rendent absolument inadmissible l'énoncé « la fin justifie les moyens ». Et jusqu'où vous allez? Quels sont les moyens que vous interdisez? Quels sont les moyens qui vous semblent inacceptables? Ça dépend de la fin. Si je suis dans une... Je pensais au Khmer rouge, Alain, gagnons du temps. Et à la révolution culturelle. Non, mais laissez de côté la révolution culturelle. Après, vous allez me faire le Cambodge, etc. Ouais. Mais oui, justement, je suis en train de vous expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la question. D'accord. Parce qu'aucune expérience n'a à être exaltée ou défendue du point de vue intégral du rapport qui est chez elle entre les fins et les moyens. Je ne vais pas en tirer un catalogue des moyens interdits. Selon que vous êtes... si vous êtes dans une guerre civile révolutionnaire, eh ben, vous aurez la nécessité de tirer sur des gens et de les tuer. Sinon, c'est vous qui serez morts. Et quand vous prenez le pouvoir, quand vous êtes au pouvoir et que quand vous êtes au pouvoir et que vous faites 20 millions de morts parce que vous décidez d'éradiquer la famine, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça veut dire que vous avez été sur une ligne politique catastrophique, c'est tout. Voilà. Et pourquoi n'y aurait-il pas de ligne politique catastrophique? Moi, quand j'étais jeune, la démocratie française avait massacré 400 000 Algériens sur une population qui n'était pas de 10 millions et on torturait dans les commissariats parisiens. Et c'était la démocratie française. Alors laissez de côté, si vous voulez, les expériences socialistes un moment. Bon, pas celle-là, non. Mais si. Non, c'est pas pareil. En tout cas, traitez-les au même niveau. Au même niveau. Eh bien, vous ne les traitez pas au même niveau. C'est pas vrai, Les démocraties occidentales ont fait bien plus de morts que les expériences socialistes. Le bilan est là. Parce que vous êtes obligé de compter les guerres mondiales aussi là-dedans. Que vous imputez uniquement aux démocraties. Les 20 millions de morts de la Première Guerre mondiale, ça ne relevait pas de la politique des États démocratiques. Il n'y avait que des démocraties dans cette affaire. Oui, enfin on est en 1900. Oui, enfin les Prussiens, les Turcs. Un dernier mot avant qu'on passe la parole au public. Oui, sur l'amour et le qui veut la fin veut les moyens. Moi, j'adhère tout à fait à ce que Alain dit de l'amour. J'ajouterais que pour moi, c'est un sentiment paradoxal. En camusien, je veux juste revenir sur ce paradoxe. L'amour, c'est la démesure en nous. Et la traduction de la démesure en nous, c'est la mesure dans le monde. Parce que aimer nous expose à aimer ce qui ne nous aime pas en retour et par là même à assumer ce que la vie peut avoir de non aimable. L'origine de ça, c'est l'éternel retour. C'est ce que Nietzsche dit de l'éternel retour. L'éternel retour, ce n'est pas l'idée que la vie revient indéfiniment, c'est l'idée qu'on doit aimer la vie suffisamment au point de supporter qu'elle revienne indéfiniment avec ce qu'elle peut avoir d'insupportable.
La seule objection que Nietzsche faisait à l'éternel retour, c'était la perspective de revoir sa mère et sa sœur. Bon, c'est comme ça. Et sur la question de qui veut la fin, veut les moyens, c'est intéressant parce que cette formule-là peut être évidemment la formule du cynique de Machiavel, qui, en l'occurrence, fait valoir que Borgia avait raison de couper des têtes parce que ça calmait tout le monde et que c'est comme ça qu'il a conservé le pouvoir. Donc il pensait la question du pouvoir par-delà bien et mal, et donc de ce point de vue, il disait cyniquement, effectivement, qui veut la fin veut les moyens, il faut parfois couper des têtes. Celui qui se fait craindre peut aussi se faire aimer si c'est dans son intérêt. Qui veut la fin veut les moyens. Il y a une sorte de neutralité des moyens à mettre en œuvre. Donc c'est la formule du cynique. Ça peut être aussi la formule de l'utopiste de façon générale, ou de celui qui considère que des moyens infâmes peuvent être mis en œuvre au service d'une fin noble. Au fond, que l'infamie des moyens est soluble dans la noblesse de l'intention. Voilà. L'exemple, il y a quelques années... Oui, très rapidement. Il y a quelques années, j'aurais parlé du Parti communiste, etc. Là, c'est vraiment, pour le coup, le problème se pose aujourd'hui avec les indigènes et avec la question de la non-mixité. C'est des prototypes de ça. La fin, c'est une société sans différence entre les gens, mais les moyens qu'on se donne pour ça, c'est une augmentation des différences par un renouvellement et une inversion de la ségrégation, et ce qui me semble tout à fait contradictoire. Et enfin, qui veut la fin veut les moyens, ça peut être aussi, et c'est en ça que je veux défendre cette phrase, la formule du réaliste, qui, par exemple, devant le Brexit, souhaite que les choses se passent aussi mal que possible pour les Anglais pour en vacciner durablement les autres. Voilà. Ça, c'est mon cas. Merci à tous les deux. Nous avons quelques minutes pour échanger avant une courte pause et avant qu'on se retrouve ici avec deux autres intervenants. Si vous avez des questions, j'imagine qu'il vous suffit de lever la main, voilà, et des micros. Qui veut la question veut le micro. Voilà, il y a une question là-bas. Ici. Un micro, j'imagine, va arriver vers vous. Qui a les micros? Alors vous ferez passer le micro jusqu'au jeune homme. Bonjour. Bonjour. Pardon. J'avais une petite question. Déjà, merci, c'était vraiment très croustillant ce débat. Au nom de tous mes voisins, je pense qu'on est d'accord. J'avais une question pour Raphaël Enthoven, assez classique, mais je serais curieux que vous y répondiez sur... vous avez dit tout à l'heure que la politique, c'était un métier, et il vous paraissait assez absurde qu'un gilet jaune, enfin j'ai eu l'impression, vous me corrigerez, puisse exercer... vous me répondrez... En tout cas, vous êtes parti là-dessus. Et je me demandais qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Qu'est-ce qui vous donne cette certitude qu'on a eu un convoi de gilets jaunes motards tout à l'heure qui sont passés devant. Qu'est-ce qui vous fait penser que le type sur sa moto serait moins bon que... J'ai jamais dit ça. Merci de cette question parce que ça me donne l'occasion de vous dire que j'ai jamais dit ça. En fait, et c'est intéressant, j'ai eu un débat il y a 2 jours avec Étienne Chouard. C'était un nouveau débat. Je l'ai entendu. Et alors, si vous l'avez entendu, dans le débat que nous avons eu, à un moment, je fais valoir, et il en était convenu, après l'émission, dans les échanges qu'on a eu après, et même d'ailleurs à l'antenne, que lui-même considérait que la politique était un métier. Au début, il s'est récrié, il a dit « mais comment, pas du tout, puisque nous pouvons tous, etc., etc., équivalence des droits, équivalence des compétences, etc. » Non, vous-même considérez que la politique est un métier, puisque vous créez des ateliers constituants et vous insistez sur la pédagogie et sur la formation des citoyens. Vous considérez que la condition de possibilité du RIC, c'est une formation des citoyens. J'ai rien à dire à ça. J'ai rien à dire à ça. Ce que je ne crois pas possible, et c'est un pédagogue qui le dit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui passe sa vie à essayer d'enseigner ce qu'il croit savoir, ou autant que possible et avec amour. Mais je ne crois pas possible qu'on puisse soudain faire passer, élever le niveau de façon collective et de façon générale au seuil, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, au seuil de maturité politique, qui ferait de chaque citoyen un co-décisionnaire également compétent. Je ne crois pas cela possible, je crois cela infiniment souhaitable, je pense que rien n'est plus beau et qu'en termes de formation politique, c'est très important. En revanche, ce que je conteste, c'est l'idée que parce qu'on aurait souffert des maux dont on pense qu'ils nous ont été infligés par des gens qui n'en souffrent pas, on aurait des compétences que ceux-là n'ont pas. Je ne pense pas que les souffrances soient un diplôme, en fait. Et je trouve même assez dangereux de considérer que les souffrances sont un diplôme. Je ne suis pas plus compétent qu'un autre pour parler d'antisémitisme, alors que j'en fais les frais régulièrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, la nuance. Mais je comprends que ça soit mal compris. Ok. Voilà, merci. J'avais une deuxième question extrêmement rapide. Sur cette histoire que si on n'a pas de proposition... Par exemple, je ne veux pas parler des Gilets jaunes, du coup, ça serait un petit peu moins recevable, disons, une contestation. Mais je ne parle pas des Gilets jaunes, hein, je parle d'un mouvement en général, j'en ai rien à faire de tout ça. Je me demandais,
en fait, moi, je suis toujours un peu gêné par ça, quoi. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas le droit simplement de contester, de critiquer, même si j'ai pas dans mon sac une constitution de 200 pages alternative à proposer? Est-ce que je suis quand même pas légitime à contester ça? Est-ce que ça peut pas se faire en 2 temps, d'avoir d'abord un temps de prendre conscience qu'on peut critiquer, qu'on peut amener quelque chose sans se prendre en retour. Oui, mais quelle est ta proposition? C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime, mais ça suppose aussi que dans un régime de liberté, on s'expose à se faire railler. Charb, en 2015, avait fait un dessin, il parlait des électeurs du FN. Il dit, nous exigeons, n'essayez pas de nous piéger en nous demandant quoi. Je veux dire, donc on a le droit, c'est le jeu démocratique, mais on a le droit, et c'est même un... Pourquoi pas, d'ailleurs? Pourquoi pas? Si l'effort est aussi de donner corps à une protestation, pourquoi pas? La limite, c'est le saccage des bâtiments publics, c'est les violences contre les journalistes, c'est les commerces qu'on détruit ou qu'on empêche au nom de cette colère ou de cette légitimité, si vous voulez. La limite, elle est là. La limite, c'est quand les gilets jaunes disent « on est comme les étoiles jaunes ». La limite, c'est quand ils voient du gaz lacrymogène, ils disent « vous nous gazez comme des juifs ». Non, ça, la limite est là. Il y a un seuil qui ne peut pas être franchi. Et moi, les gens qui disent on n'a pas le droit de leur reprocher de dire ça, parce que quand on le fait, on veut faire taire les pauvres, c'est d'abord prendre les gilets jaunes pour des pauvres, ce qui est tout à fait faux et surtout stigmatisant, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est juste ça. Mais comment convaincre, je me permets de rebondir sur cette question-là, comment convaincre quelqu'un qui vous rétorquerait, oui, mais les violences commises sont à la hauteur, voire inférieures à celles subies toutes ces années, depuis tout ce temps? Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure de la différence entre l'explication et l'excuse. Quand il y avait eu, par exemple, l'incendie d'une voiture de police boulevard de Clichy, on se souvient de ces images, c'était en 2016. Il y avait eu l'incendie de cette voiture, des gens avaient jeté une lacrymo dans la voiture, les policiers étaient sortis, il y avait un policier courageux qui avait pris des coups de bâton, puis finalement les gens étaient partis. Bref, on les a jugés. Il y avait de bons esprits pour dire, Geoffroy de la Gannerie, pour ne pas le citer, pour dire que ces images étaient trompeuses. Les images des gens qui incendiaient les voitures de police étaient trompeuses parce qu'en fait, elles nous masquaient l'ensemble de la séquence sociale qui commençait avec les lois Valls, la violence sociale des lois Valls, la dureté, la surdité du pouvoir en place, la nécessité d'exprimer des revendications et par là même la forme irrationnelle prise in fine par ces revendications qui faisait des gens qui incendiaient les voitures de police les victimes de leurs propres victimes, en réalité. Et quand on voyait l'ensemble de la séquence sociale, on pouvait tout déconstruire. Or, moi, j'ai tendance à penser qu'on est là en pleine crise de théorisme, c'est-à-dire d'un recouvrement du réel par la théorie. Le réel, c'est qu'on a incendié une voiture de flic avec un fumigène et qu'on essaie de recouvrir ça ensuite en se donnant des excuses. On peut se donner des explications, y voir des excuses, dissoudre l'événement là-dedans est monstrueux. Dire un type qui incendie une voiture de flic, le flic l'a cherché. Parce qu'il est flic. Il ne l'a pas volé de se faire incendier sa voiture. C'est aussi monstrueux que de dire le journaliste l'a cherché quand il se fait casser la gueule au meeting d'un candidat dont il a dit du mal. Ou la jeune fille l'a pas volé quand elle se fait agresser dans le métro parce qu'elle avait une jupe trop courte. Ce discours-là a une limite. Et là encore, ce discours-là, il a sa pertinence parce qu'il faut expliquer les choses. Il a une limite quand il les confond avec l'excuse. Vous voulez dire quelque chose, Alain Badiou? Non, rien de particulier. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas, tout au fond. Alors pardon, mais je ne vois pas, donc j'imagine qu'un micro vient vers vous, mais voilà. Oui, merci, c'est très intéressant. Je m'appelle Georges. On parle des gilets jaunes, mais vous avez tendance, je pense, à réduire le mouvement, à réduire l'événement. Il faut se rappeler qu'il n'y a jamais que 6 mois que ça existe et que dans cette assemblée-là, il y a toutes sortes de gens. Et il y a aussi dans ces gens-là des gens qui ont des slogans et des revendications qui ne sont pas sectorielles, mais plus profondes. Par exemple ? Plus profondes. Ils sont clairement pour un changement de système profond. Je pense pas seulement aux gens qui sont clairement anticapitalistes, mais il y a des gens dans ce groupe-là qui veulent un autre fonctionnement de la société, un autre fonctionnement global. Et donc qui ont des idées déjà pré-révolutionnaires ou carrément révolutionnaires, qui veulent sortir du capitalisme et aller envisager la possibilité d'un monde différent, avec un autre fonctionnement, peut-être pas communiste au sens
ancien du terme, quoi, mais peut-être d'un gouvernement globalisé, quoi, qui permettrait une survie écologique déjà, enfin un autre fonctionnement global de la planète, quoi, et peut-être un partage des richesses. Et ça existe chez les Gilets jaunes. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais ça n'apparaît pas clairement parce que c'est un mouvement qui est très récent, quoi. Et donc dans ce mouvement-là, il y a toutes sortes de gens. Et moi je pense qu'on peut arriver vraiment à changer et à faire une révolution globale, quoi. Mais comment la faire, voilà. Merci Alain Badiou, c'est à vous de répondre. Oui, mais je suis convaincu comme vous qu'il y a chez les Gilets jaunes des gens qui sont parvenus à des conclusions de cet ordre, en particulier dans l'expérience du mouvement lui-même. Il ne faut pas oublier qu'au début, ce n'était pas du tout le cas. Au début, les Gilets jaunes, c'était une protestation, et c'est resté très largement une protestation contre les taxes et contre la pression fiscale. Encore une fois, revendication légitime, mais qui ne constitue pas comme telle une proposition politique. À l'heure actuelle, le mouvement s'est complexifié parce qu'on sait très bien qu'il a été rallié par des forces qui étaient des forces extérieures aux Gilets jaunes, en grand nombre. Et il s'est trouvé que des discussions complexes avaient lieu. Et donc, je suis tout à fait d'accord qu'il sortira peut-être, probablement, du mouvement des Gilets jaunes un certain nombre de nouveaux militants anticapitalistes d'une vision plus systématique et plus déployée. Ce n'est pas du tout impossible. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ça caractérise le mouvement comme tel. Vous dites qu'il est récent. Oui, en tant que mouvement, il a déjà duré très longtemps, en réalité. Il est beaucoup plus long que la plupart des manifestations ou mouvements ordinaires. Donc, ce temps fonctionne sans doute comme un éducateur, mais il fonctionne aussi, en un sens, de façon répétitive. Et donc, la moyenne des deux se fera en bilan d'ici quelques mois. Une toute dernière question, peut-être. Sur les Gilets jaunes, on va s'arrêter. Oui, juste un tout petit mot. Les Gilets jaunes existent depuis 2500 ans, monsieur. C'est pas du tout un mouvement neuf, en fait. C'est ça que je voulais dire. Ils existent depuis que le peuple réduit à l'esclavage par le surendettement a refusé de s'engager dans l'armée à Rome ou à Athènes. Chaque fois qu'une démocratie ou un système, une organisation collective échoue à assurer ce qu'on appelle la liberté matérielle, c'est-à-dire tout simplement la subsistance, il est normal qu'une partie de ceux qui en font les frais s'insurgent contre ces institutions et contestent. Le problème, c'est que quand ça se passe en démocratie, on dénonce comme liberticides des lois qui sont garantes de la liberté, et c'est là qu'à mon avis, le régime devient tyrannogène. Mais bon, c'est une dernière question. Et après Raphaël Toven, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Ici, là, en haut, ici. Voilà. Bonjour, monsieur. Oui, merci. Ne craignez-vous pas que l'économie de marché, dont les effets délétères sur l'environnement sont bien clairs et bien effectifs, n'entraîne pas des réactions beaucoup plus violentes que celles auxquelles nous assistons actuellement, de la part d'une jeunesse qui n'est pas uniquement préoccupée du carpe diem dont vous avez développé adroitement l'intérêt. Merci de cette bonne question, monsieur. Ce que je crains, c'est qu'on s'oppose à l'économie de marché de la mauvaise manière, c'est-à-dire par la morale, et qu'on dénonce le monde comme il ne va pas avant de s'endormir tranquillement dessus, si vous voulez, sur les lauriers de la morale, à l'image des gens qui écrivent des livres contre l'économie de marché et qui courent les plateaux télé pour les vendre. C'est ça qui me gêne, en fait. C'est ça le problème. C'est que je ne pense pas qu'on s'oppose convenablement à l'économie de marché quand on la combat sans la comprendre. Je pense que la comprendre, c'est la combattre. Et que la combattre abstraitement ou par principe, c'est mal la comprendre. D'autant que, ce que les Gilets jaunes ont parfaitement compris d'ailleurs, nous sommes dans un régime d'image, nous sommes dans un régime de marchandise, et le devenir marchandise de chaque événement, de chaque moment des manifestations, ou le devenir image de chaque moment des manifestations, montre bien que les Gilets jaunes jouent pleinement le jeu de la marchandise et de l'économie de marché, parce qu'ils vendent un produit que le marché adore, qui est la contestation du marché. Le marché chérit les gens qui le contestent. C'est comme ça que ça marche. Et on croire qu'on va la détruire en s'y opposant de cette manière-là est, à mon avis, un calcul de dupe. Oui. Un dernier mot, oui. Oui, évidemment, le marché chérit les gens qui le contestent pourvu qu'ils sachent qu'ils ne le contestent pas vraiment. Hein. C'est-à-dire que ça n'ira pas loin, leur affaire. Mais je pensais, Alain, à vos succès de librairie, camarades. Faites un grand mouvement hostile aux privatisations et qui réclamerait la nationalisation de l'économie dans son principe même.
vous verrez s'ils sont aussi favorables. Faites un livre radical qui le propose et ce sera un succès de librairie, vous serez invité partout et le marché sera très heureux de promouvoir cette pensée radicale. Non, comme elle le fait maintes fois. Je ne parle pas d'un livre, je parle d'une proposition politique qui aurait une existence effective. Présentez-la aux élections et voyez ce qu'elle devient. Oui, mais ça c'est autre chose. Je ne parle pas des gilets jaunes. Non. On se retrouve dans 10 minutes exactement, 16h07. Et on aura l'occasion de continuer la table ronde avec 2 autres participants qui nous feront part de leur expérience d'hier. L'un voilà, dans une école avec des enfants et l'autre dans la philosophie en entreprise. Et nous aurons 3 quarts d'heure de discussion. À tout de suite.